Zétéo, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices de Zétéo, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux. Aujourd'hui, j'ai la joie, l'émotion d'aborder avec mon invitée, si elle le veut bien, parce qu'elle va être un peu surprise, mais peut-être pas tant que ça, un sujet qui est celui qui me tient le plus à cœur depuis que je l'ai redécouvert il y a quelques mois, celui des blessures affectives, amoureuses. Vous êtes d'accord ? Ah oui, Des blessures, des malentendus, des abysses d'incompréhension entre les hommes et les femmes. Et pour cela, je suis heureux d'avoir en face de moi une femme qui m'avait envoyé son livre il y a quelques mois. Et quand j'ai découvert ce sujet dont nous allons parler, je me suis dit que vous étiez la bonne personne pour l'aborder pour la première fois sur Zétéo. Je dis bien une première, car je compte y revenir le plus souvent possible. Puis on parlera aussi de vos sujets. Sarah Serjevich, bonjour. Bonjour Guillaume. J'ai bien dit Serjevich, je le dis à la yougoslave, mais j'apprends que vous avez des origines turques et roumaines. C'est ça, exactement. Parce que le nom fait plutôt serbe ou slave. Exactement, c'est le nom de mon ex-mari. D'accord. Que j'ai gardé. D'accord. Et votre nom de jeune fille, c'est ? Luger. Luger. L-U-G-E-R, oui. D'accord. Non, ça me dit rien, parce que bon, je connais un peu ces pays-là. C'est slave. En fait, mon père était en Transylvanie. D'accord. C'est entre la Hongrie et la Roumanie. Oui. Et Lunger, c'est comme Singer, c'est comme Isaac Bashevis Singer, comme oui. Christiane d'ailleurs, Christiane mon Singer, amie Christiane, qu'on appelait Singer, et qui en fait Singer. Moi, je préfère dire Singer, moi. Ah, on dit Singer. Singer, oui, mais moi aussi, je préfère dire Singer. Alors, Sarah, vous avez, on va aller vite pour aborder nos sujets, mais on va quand même essayer de bien faire les choses. Oui. 15 années consacrées à l'art théâtral dans votre vie. Et il y a 28 ans, vous créez le Théâtre Authentique, un espace de guérison des blessures effectives. Là, il y a quelques mois, vous signez un livre, celui que vous m'aviez envoyé, Quand l'amour rend possible l'impossible, avec un sous-titre Transformez vos épreuves en tremplin. Et déjà, peut-être ma première question, alors le théâtre, c'était la vocation de début ? Moi, j'étais une enfant mutique. Je vivais tout très fort intérieurement, mais je pouvais pas exprimer mes émotions. C'était trop dur. Comme je n'arrivais pas à dire, très vite j'ai dansé. J'exprimais par la danse. Et la danse me suffisait pas. Il me fallait aussi dire. Et puis j'ai découvert Shakespeare, Marivaux, Molière, Goethe. Et je me suis passionnée. Et je lisais ça toute jeune. Et je rêvais d'être actrice à partir de là. Et puis, à 17 ans, j'ai eu la joie, la chance extraordinaire d'entrer au Conservatoire de Paris. Parce que c'est quand même une expérience d'être conservateur de Paris. C'est la porte étroite. C'est la porte très étroite. Et voilà, et j'ai pu, à partir de là, exprimer mes émotions sans avoir à parler de moi. Parce que la scène, c'est une planque extraordinaire. C'est-à-dire, c'est le lieu où plus vous avez la lumière sur vous, sur les projecteurs, moins vous parlez de vous. Donc, c'est une planque extraordinaire. Et ensuite, quand vous sortez de scène, vous parlez de votre personnage. C'est étonnant, ça m'étonne parce que je suis très curieux pour pouvoir vous exprimer sans avoir à parler de vous, alors que beaucoup... Mais je ne suis pas comédien du tout et j'ai pas ça dans mon ADN, mais je me dis, si on est comédien, c'est aussi peut-être pour s'exprimer soi. Oui, pour exprimer son cœur. Mais vous faites certainement référence à ce qu'on voit beaucoup, c'est-à-dire ça n'empêche pas l'ego de s'exprimer.
Mais parler avec l'ego et dire moi j'ai fait ça, c'est une chose. Mais parler de son cœur, de ce qui est vibrant, de son ombre, ce dont on a le plus honte, c'est-à-dire justement ce que j'exprimais sur scène. C'est-à-dire, moi, j'étais une passionnariat. J'ai joué beaucoup le théâtre de Goldoni, par exemple. Ça veut dire, ces furies terribles, ces femmes rageuses, ces femmes qui avaient vraiment cette flamme terrible dans le cœur. Là, je pouvais l'exprimer. Dans ma vie, je pouvais pas. D'abord parce que j'en avais peur. Mon ombre me faisait peur à l'époque. Voilà. Aujourd'hui, je sais que c'est justement le terreau de mes élans les plus vrais, les plus purs, les plus justes. Donc, vous vous exprimiez vous-même quand même. Exactement. Ouais, donc j'étais parti sur une mauvaise piste. Oui. Donc, c'est 15 années de votre vie. Oui, 15 années. Et puis, au bout de 15 ans, vous bifurquez pas vraiment parce que vous restez tout près du théâtre, mais vous créez donc cette activité de théâtre, ce que vous appelez le théâtre authentique, oui. Que vous appelez un espace de guérison des blessures affectives. Donc, on commence à rentrer de plus en plus dans notre sujet. Pourquoi ce choix? Pourquoi cette idée, cette initiative? Bien sûr, pour réparer les miennes. J'ai commencé par réparer les miennes. Parce que ce théâtre authentique, il n'est pas né de rien. C'est une grande histoire qui m'a mené donc du théâtre à cette merveilleuse façon maintenant de m'exprimer, c'est-à-dire le théâtre authentique, c'est-à-dire la thérapie par le théâtre. C'est-à-dire que j'ai d'abord commencé à travailler énormément sur ce qui allait pas chez moi. Et à partir de là, j'ai eu de moins en moins envie d'être actrice. Parce que j'ai de plus en plus, avec ce travail qui a été fait avec moi, j'avais une analyste extraordinaire, une Jungienne fabuleuse, avec qui on a fait un très grand travail. Et plus je retrouvais le fil de mon histoire, plus je faisais monter mon cœur par mes lèvres à travers ma parole, et moins j'avais besoin de m'exprimer. Sur scène, j'avais plus besoin d'un biais pour m'exprimer. Je pouvais m'exprimer. Et cette lumière qui commençait à émaner de moi, j'ai eu envie de retourner le projecteur sur les personnes qui venaient me consulter en tant que thérapeute. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai créé mon théâtre authentique pour aider les personnes, parce que c'est bien la parole, c'est formidable, mais c'est pas suffisant. D'ailleurs, moi-même, j'ai été formée au psychodrame par Anne-Ancelin Schutzenberger pendant longtemps, parce que la parole n'est pas suffisante. Et d'ailleurs, avec la parole, il y a plein de blessures que nous continuons d'ignorer. Moi, je vois sur ma scène du théâtre authentique, quelquefois, il y a des personnes qui viennent travailler une problématique, puis c'est pas du tout ça qu'elles vont travailler. Et autre chose émerge à partir de leur corps, de leurs émotions, de ce qu'elles vivent en regardant les autres. Quelque chose émerge qui, tout d'un coup, fait que mais c'est ça ma problématique. Quand je vois cette mère avec son enfant, la façon dont elle berce son enfant, moi j'ai pas connu ça, mais c'est ça que j'ai envie de travailler finalement. Pourquoi ça m'est pas arrivé? Et tout d'un coup la colère monte contre la vie, même pas contre mon père ou ma mère, contre la vie. Pourquoi moi j'ai pas connu cette chose-là? Et de le vivre dans le corps va permettre une réparation. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le symbolique et le réel. C'est-à-dire, si je berce un enfant là, dans mon cœur, mon cerveau est en train de créer la même chose. Si je vous dis, montez sur un vélo là, fermez les yeux, montez sur un vélo, votre cerveau fait la même chose. Ça veut dire, il y a une reprogrammation cellulaire qui fait que je l'ai vécu. Et à partir du moment où je l'ai vécu, c'est réparé. Il ne tient qu'à moi, à l'intérieur de moi. La cellule est réparée. Il ne tient qu'à moi à continuer de le réparer après.
Parce que c'est pas en une fois que ça se répare. C'est une conscience qui s'ouvre. Si c'est pas indiscret, Sarah, qu'est-ce qui n'allait pas chez vous? Oh, alors, j'ai grandi dans un contexte très particulier, dans la violence de mes parents. Et ça a été, pour moi, terrible. J'en avais honte. Quand je voyais mon père et ma mère dans ces comportements, moi, je voyais leur beauté. Et je ne comprenais pas pourquoi émergeait d'eux le pire d'eux-mêmes, comme ça. Comment on pouvait soi-même se dégrader autant quand on était de si belles personnes. Donc ça m'a fait grandir dans l'idée, parce que tout ça se passait devant moi en plus, que j'étais rien, que j'existais pas et que... Mais ces violences n'étaient pas dirigées contre vous? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Moi, je la vivais. Moi, je la prenais. Vous savez bien que quand on est témoin d'une scène de violence, on est encore plus impliqué que celui qui vit la violence dans l'instant. Parce que celui qui vit la violence dans l'instant, il met en place à l'intérieur de lui, de façon bien sûr inconsciente, toutes les défenses qui vont permettre de supporter ce qui se passe. Alors que celui qui est témoin, il voit. Et ce que je voyais enfant, c'était quelque chose qu'on n'a pas le droit de montrer aux enfants. Voilà. Donc, vous allez créer ce théâtre authentique. Ça fait 28 ans et c'est votre activité aujourd'hui. Oui, exactement. Et je voudrais dire aussi, puis il y a tout un transgénérationnel derrière aussi que je portais. Tout le transgénérationnel très lourd, très très lourd. C'est important de le dire parce que pour que les auditeurs se reconnaissent. Parce que la violence vient pas de rien. Oui, c'est pour ça que je posais la question, c'est en pensant aux auditeurs, aux auditrices. Donc ce livre, Quand l'amour rend possible l'impossible, transformez vos épreuves en tremplin, avec une très belle préface de Pierre Lunel. Qui est Pierre Lunel? Parce que j'entends parler de Pierre Lunel, je pose une question de béotien, mais je ne connais pas Pierre Lunel. Ah, il faut l'inviter, oui. Il faut absolument l'inviter. C'est une très belle préface. C'est un personnage extraordinaire qui... alors il a été... déjà directeur de... Enfin, il a dirigé l'université de droit pendant des années. Ensuite, il a travaillé avec Kouchner. Ensuite, il a travaillé avec... tous les grands de ce monde. Il a travaillé dans la politique beaucoup et puis il a arrêté ça. Parce qu'il a fait une rencontre très importante avec l'abbé Pierre. Et là, alors c'est formidable parce que moi je connaissais Pierre à ce moment-là quand il était cet homme très très mondain, et tout d'un coup tout a basculé pour lui et il est devenu cet être magnifique qu'il est, c'est-à-dire tout près de son cœur, et il a interviewé les plus grands, Sœur Emmanuel, il a écrit des livres sur Sœur Emmanuel. Non, mais ça, en fait, je savais j'avais quelques éléments, notamment au sujet de Sœur Emmanuel et de l'abbé Pierre. Maintenant, Amma aussi, voilà, donc, et de rencontrer ces personnes l'a transformé. Vous dites vous-même, Sarah, dans ce livre qu'on cite à l'heure actuelle, Quand l'amour rend possible l'impossible, vous êtes cash, vous êtes très honnête. Vous dites que vous avez traversé des abîmes où vos repères et certitudes se sont effondrés, et vous dites que même c'est encore un peu, ça arrive encore maintenant, ça peut arriver. Bien sûr. Parce qu'il n'y a jamais un moment où on est arrivé vraiment totalement dans la vie. Heureusement. À ce niveau-là, vous êtes très honnête. Oui, bien sûr, ça m'arrive encore et souvent. Ces abîmes sont nos plus hauts lieux de transformation, à condition de les accueillir vraiment et en vérité. De prendre la part qui nous appartient. Et surtout, vous savez, face à une épreuve, on a deux solutions. Ou de se fracasser contre un mur, et toujours le même d'ailleurs. Des gens qui se fracassent contre le même mur depuis 40 ans. C'est toujours à cause des autres. Ou alors de voir une porte
là où d'autres voient un mur. Et cette porte, c'est le lieu de nos plus belles initiations. Je crois qu'on ne peut pas être thérapeute sans avoir une sensibilité aiguë. Hein. Et donc, cette sensibilité-là a fait que je vais vivre des choses très, très intensément, très profondément. Et que forcément, dans cette vérité avec laquelle je m'exprime, avec laquelle je vis, bien sûr qu'il m'arrive d'être violemment blessée. Et puis l'amour, parce que moi quand j'aime entièrement. Je sais pas aimer un peu. D'ailleurs, est-ce que ça existe? Ça peut pas s'appeler l'amour. Et donc, bien sûr, et quand je parle d'amour, je parle même pas de l'amour amoureux, là. Je parle avec nos enfants, avec nos parents, avec nos amis. Toute relation où le cœur résonne. Il y a forcément un lieu où la faille va s'ouvrir parce qu'il y a l'amour et parce qu'il y a forcément des attentes, des désillusions, des trahisons, mais qui viennent pas toujours de l'autre. Ça vient souvent de soi. La première trahison avec soi-même étant celle de ne pas oser être authentique avec l'autre. Pas oser parler en vérité avec l'autre. Ça veut dire quoi, être authentique et oser parler avec l'autre? C'est être cash? Ça veut dire, alors, on dit pas tout à n'importe quel moment, n'importe quand. Mais de savoir parler en vérité, c'est-à-dire d'oser dire ce qui est pas bien, ce qui est pas juste. Vous savez, souvent dans les couples, ce qu'on cherche, c'est à s'adapter. L'autre, il a envie d'aller, au ski. Moi, j'ai horreur de ça, mais je vais y aller pour l'accompagner. 1 fois, 3 fois, 10 fois. Hein. Et forcément qu'il y a un moment où ça va se retourner contre moi. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Je vais lui en vouloir. En plus, je lui en veux. Je lui en veux de quelque chose que j'ai créé. C'est extraordinaire. Qui a trahi qui dans cette histoire? C'est moi. Qu'est-ce qui m'empêche de dire, mais attends, ça fait 3 fois qu'on va à la montagne. C'est pas mon truc. Moi, c'est pas là où j'ai envie d'aller. Moi, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'aller en Inde, j'ai envie de découvrir des paysages nouveaux, j'ai envie de vibrer à autre chose que mon quotidien. Et pourquoi ça, c'est pas possible entre nous? Est-ce que je peux être entendue dans mon besoin? Voilà. D'oser parler en vérité, c'est oser dire à l'autre, là, quand tu me parles comme tu viens de me parler, là, j'ai l'impression d'avoir été rien pour toi pendant des années. Et ça, c'est juste inadmissible, c'est juste inacceptable pour moi. Et je voudrais comprendre avec toi, mais qu'est-ce qui se passe entre nous? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait qu'on continue à faire semblant alors que on cohabite, mais il n'y a pas de connexion, il n'y a plus de lien, ça ne vibre plus. Mais c'est drôle que vous ayez tout de suite mis cette problématique du couple. Vous êtes tout de suite rentré dans le couple, dans la question du couple, parce que là, c'est vraiment des sujets de couple. Mais et justement, est-ce que je me pose parfois cette question, je sais que j'en ai souvent parlé avec Jacqueline Kellen. D'ailleurs, c'était plutôt hors micro que parce que c'était des sujets tellement inhabituels. Mais le couple parfois semble être une figure imposée. On peut peut-être au bout d'un certain temps changer et ne plus partager les mêmes passions ou les mêmes goûts. Bien sûr, mais bien évidemment, et se retrouver autre part, ensemble. Bien évidemment, mais c'est important. C'est même essentiel. Ou ne pas se retrouver du tout. Ou ne pas se retrouver. Mais bien, bien sûr. Attendez, on est dès lors qu'il n'y a plus de résonance, alors il faut se poser des questions. Vous savez, moi je compare souvent l'amour à la prière. Dès lors qu'une prière ne vous fait plus vibrer, il faut changer votre prière. Dès lors qu'entre soi et l'autre,
il n'y a plus la connexion transformatrice, alors cet amour ne sert plus à rien ni à personne. Il y a plein de couples qui restent ensemble depuis 40 ans. Ça fait 40 ans qu'ils s'ennuient. 40 ans qu'ils n'ont rien, ou alors, on va dire 30, allez, 10 ans ont été peut-être bien. Mais on continue parce qu'il y a des biens à préserver, parce que... Oui, mais ça peut être légitime aussi. Ou des personnes à protéger, ou des enfants, et une unité exactement. familiale, une cohésion qu'on veut garder. Absolument, absolument. Mais non, parce j'ai le sentiment qu'on moralise énormément toutes ces questions-là, en culpabilisant ceux qui se sentent plus tout à fait dans ce modèle-là. On met de la morale là où il ne devrait pas y en avoir, parce qu'aussi il y a un poids de convention et de convention sociale extrêmement fort, extrêmement lourd et ancien. bien sûr, bien sûr. Mais c'est Je suis pas en train du tout de détruire l'institution du mariage et du couple, hein. C'est bien, pas du tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a parfois une sorte d'obsession acharnée aveugle que ce soit comme ça et pas autrement. Mais bien sûr. Mais vous savez, protéger les enfants, c'est justement ne pas les laisser macérer dans un couple qui est dysfonctionnant. Ou qui est mort. Ou qui est vide. Un enfant qui grandit dans le vide, c'est un enfant qui grandit dans l'angoisse. Donc on en arrive toujours à ce que je dis, authenticité. Oser parler en vérité. Voilà. De dire, voilà, il n'y a plus de joie, là, dans ce couple. Alors on va se séparer, mais vous êtes toujours nos enfants. Et ça va rien changer pour vous. Ça va changer, si, ce qui va changer, c'est notre façon de vivre ensemble. Hein, notre façon de nous rencontrer. Mais l'amour entre nous est immuable. Hein, on n'est pas en train de divorcer de nos enfants. On est en train de se séparer. D'ailleurs, un divorce réussi, c'est un divorce où on se parle en vérité et où on traverse ensemble la métamorphose de l'amour. C'est-à-dire, ça devient une autre façon de se regarder, de se comprendre, de s'entendre, mais plus du tout dans un rapport amoureux. Et puis, mais il y a aussi des couples où l'amour amoureux peut se transformer en amitié sans divorcer. Absolument. Et ça peut être très beau. Je crois. Ça peut être très beau, c'est de la tendresse. Mais bien sûr, mais l'amitié est une des bases de la relation amoureuse, bien sûr. On se rapproche du sujet, on y est en fait en plein dedans, du sujet qui me tient à cœur. Sarah Sayevitch, vous avez cette honnêteté de dire, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, que vous imaginiez qu'en prenant de l'âge, vous seriez de plus en plus sereine, et vous dites, en fait, parfois je m'en éloigne, il m'arrive de sombrer dans des désespoirs. Et je vous cite toujours, quelques éblouissements fugaces me laissent entrevoir qu'un autre monde est possible. Je vous sens peut-être à juste titre, et vous ne serez pas la première, assez inquiète du monde dans lequel on est. Vous parliez de vos origines de Transylvanie. C'est une région qui est un peu tourmentée aujourd'hui parce qu'elle est assez menacée. Et c'est ça qui vous angoisse aussi, cette situation du monde? L'un et l'autre. C'est vrai que c'est très inquiétant ce qui se passe dans le monde. Il y a de plus en plus de guerres, de plus en plus de haine et de plus en plus d'opposition, de dualité. Hein. On est pour, on est contre. Il y a plus de milieu, quoi. Hein. Il y a plus de place pour la rencontre. Donc ça m'inquiète. Mais je reste très positive, en ce sens que je crois à l'évolution des consciences. Et il y en a de plus en plus, et j'en parle d'ailleurs dans mon livre. Il y a de plus en plus d'associations qui travaillent pour la paix de ce monde. Il y a de plus en plus de personnes qui font un travail sur eux. Il y a de plus en plus, dans mes stages, j'ai de plus en plus de personnes, des hommes. Ce qui est très, avant, on avait beaucoup de femmes. Maintenant, on a des hommes et des femmes. Il y a une conscience qui est en train de se transformer. Et je pense que nous sommes en train de traverser une fin de civilisation pour entrer dans un nouveau monde. Et alors, quand je dis le nouveau monde, alors
Je suis pas dans ce truc là où on entend ce nouveau monde extraordinaire. Non. Et puis un jour on va se réveiller, puis il y aura le nouveau monde. Non, c'est pas ça. Le nouveau monde, nous le co-créons ensemble. Là, ici et maintenant, on est en train de le co-créer sans arrêt, à condition d'ouvrir notre conscience. Et cette conscience collective est en train de s'ouvrir de plus en plus. Vous savez, un arbre qui tombe fait plus de bruit que toute une forêt qui pousse. Et il y a une forêt qui pousse, et moi je la vois pousser, cette forêt, de plus en plus. Je vois les générations de nos enfants. Moi je vois les consciences qu'ils ont de prendre soin de ce monde de plus en plus. Hein, au niveau de l'écologie, ils sont quand même plus conscients que notre génération. Il y a une conscience qui est en train d'évoluer. Donc, alors je crois pas que ça va être demain, que demain on va se réveiller avec ce nouveau monde, mais je pense que nous nous acheminons vers cela et que ce que nous traversons est nécessaire. Il faut que ça aille encore plus loin, plus fort, pour qu'enfin le rideau se déchire, pour voir enfin une autre réalité, celle de l'invisible et du visible. Parce qu'on est tellement accroché à ce qu'on voit, à des choses, à des réalités tangibles. Mais il y a aussi tout cet invisible qui nous entoure, qui nous enveloppe, et qui est une réalité aussi importante que la réalité tangible. Ça veut dire, tout ce que nous, à chaque fois que nous émettons une pensée, quelle que soit cette pensée, elle est en train de se diffuser dans ce monde. Et on parle de la pollution, mais il y a la pollution aussi du cœur, de toutes nos pensées, qui sont des pensées tellement négatives, à dire, oh, ce monde va mal. Oui, il va mal, c'est vrai, je vais pas dire autrement. Mais il y a aussi tout ce qui va bien. Et par la force de ma pensée, je vais nourrir ce monde. Je suis la petite goutte toute puissante qui peut emmener ce monde vers quelque chose de plus conscient, de plus vivant, de plus équilibré, de plus juste, vers sa construction, en 2 mots. Ou alors vers sa destruction. C'est ma responsabilité. Mais cet invisible dont je parle, il est tellement... Vous savez, le ciel a des oreilles, hein. Le ciel entend tout. Et si on n'est pas conscient que par chacun de mes gestes, j'alimente ce monde vers plus de paix ou plus de guerre, eh bien, je participe à cette destruction collective à laquelle nous assistons, mais aussi je peux aller vers la construction à laquelle nous n'assistons pas encore clairement, mais qui pousse dans l'invisible. Cette responsabilité que nous avons, vous en parlez très bien dans votre livre, Sarah, puisque vous le dites, plutôt que de s'inquiéter de ce qu'il y a dans le monde, je me rends compte que tout ce que j'exècre sur cette terre, en fait, se trouve en moi. Vous venez de le dire, en fait, oui. Plus ou moins. Et c'est là donc où on revient à ce travail sur soi, cet amour de soi qui manque, qui me semble être le cœur de votre travail et de permettre aux personnes de prendre leur propre responsabilité sur leur propre vie. Et qui va passer donc par ce théâtre authentique. Moi, je trouve que c'est très original. Donc, quelques mots à ce sujet, si vous le voulez bien. Vous le dites, hein, vous vous êtes longtemps acharné à ériger des remparts qui vous détournaient de la rencontre avec vos ombres. Vous l'avez dit tout à l'heure. Le théâtre vous a beaucoup aidé. Vous aviez inventé de vous un idéal asphyxiant. Et ça, on n'en est pas conscient à quel point nous avons tous de nous un idéal asphyxiant. Oui. Un idéal, oui, l'idéalisation ou la victimisation. Dans les 2 cas, on asphyxie la vie. Vous savez, quand on refuse le spectre de nos blessures, quand on refuse d'aller le regarder, eh bien, c'est la meilleure façon de le répéter.
Donc, où on est dans cette idéalisation, je pense à une personne, par exemple, qui me disait, moi, mon père est un vieil homme maintenant, j'aimerais lui dire je t'aime, je lui ai encore jamais dit je t'aime, et il faut que j'arrive à lui dire je t'aime. Alors je dis viens, on va aller sur la scène du théâtre authentique. Alors elle est face à lui, et alors au lieu d'un visage d'amour, on voit un visage se crisper, se fermer, se ternir. C'est dans le livre, hein? Oui. Oui. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive là? Et un souvenir lui remonte. Elle est à table, hein, on va jouer ça. Hein. On est à table, je mets les coudes sur la table et il dirige son couteau contre moi. On dit, on ne dit pas, on ne met pas les coudes à table. Et elle est terrorisée. Elle peut pas lui parler, elle peut pas. Et elle baisse la tête. Et son enfance, ça va être ça. Hein. Je dis alors maintenant, dis-lui que tu l'aimes. Et alors là, à la place, hein, là, je provoque dans ces cas-là. Elle bondit. Et elle lui dit, mais on n'a pas le droit de faire ça à un enfant. Elle lui dit tout ce qu'elle a besoin de dire. Hein. Mais j'ai grandi dans la terreur. Voilà, elle dit la vérité du cœur. Et après cette vérité du cœur, elle le regarde et elle va lui dire je t'aime. Donc tant qu'on reste dans l'idéalisation, comme dans l'idéalisation de l'amour amoureux, parce que je l'aime, je dois être à son service. On a confondu amour avec servilité. Hein. Et vous mettez aussi en garde contre les représentations sucrées de l'amour. J'ai bien aimé cette expression. Exactement, on met du sucre, on met du miel hein, sur un gâteau déjà tellement gras. On va rajouter encore du miel et du miel et du miel. C'est-à-dire que pendant qu'on fait ça, on insulte le vivant de la vie. Le sens du couple, c'est pas de faire un avec l'autre, c'est de faire un avec la vie. C'est de nourrir la vie ensemble, de générer ensemble du vivant et pas de la Saint-Valentin à l'eau de rose. Enfin, ça n'a aucun sens. Alors, là aussi, alors il y a des couples qui partent parce que tout d'un coup, ils m'offrent plus de fleurs, on s'ennuie. Mais non. Hein, il est possible aussi, à l'intérieur de soi, déjà, de reconstituer ce qui ne vit pas. Qu'est-ce qui ne vit pas en moi que je projette sur l'autre? Hein, c'est ça, cette histoire dont je parlais tout à l'heure encore, de nourrir l'énergie du monde en ce moment. C'est d'arrêter de projeter sur l'autre les choses qui sont en moi. C'est ça la chasteté du cœur. C'est d'arrêter de projeter sur l'autre tout ce que je ne veux pas voir de moi-même, ou d'attendre de l'autre qu'il reconnaisse en moi quelque chose que je ne me reconnais pas à moi-même. Donc je peux pas être dans l'amour, je peux pas être dans ce cœur mystique qui connecte le plus haut que moi, le plus grand que moi, cette lumière plus grande, qui va me permettre d'élargir mon territoire, d'ouvrir ma conscience à une autre réalité, à quelque chose de plus vaste que ma peur, que ma colère, que ma petite jalousie, que mon instinct de possession, que ma pulsion d'avoir de raison. Hein. C'est d'entrer dans cette conscience que nous sommes tous des pèlerins venus cheminer sur le chemin de l'amour. Une toute petite parenthèse, l'invité de la semaine prochaine parlera de voyageurs. C'est presque le mot pèlerin, ça me fait sourire. Quelques mots, on se rapproche de plus en plus du cœur du sujet. On y est en fait, on va voir. Quelques mots sur le théâtre authentique. J'ai été très intéressé de ce que vous dites de Jacob Lévy, cet homme qui jouait à se mettre en scène et s'amuser d'être Dieu, et qui narguait Sigmund Freud en quelque sorte, puisqu'il est contemporain, sauf que lui est tout jeune quand Sigmund Freud est une sommité mondiale, et il lui dit « Docteur Freud, je commence là où vous vous arrêtez ».
quelques mots, parce que je trouve que c'est l'ADN de tout ce que vous faites, en fait. Exactement. Oui, il lui dit vous analysez leurs rêves, moi je leur fais vivre les rêves. C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est important bien sûr la parole dans la thérapie de déposer des choses de notre histoire et de comprendre des choses de notre histoire. Mais comprendre n'est pas suffisant. C'est le fait c'est le mouvement. C'est le mouvement qui va permettre la transformation. C'est dans le mouvement que se trouve la grâce de l'élévation de conscience d'une personne. Vous savez, moi je viens du chassidisme, du côté de mon père. Le chassidisme, c'est une mystique juive qui fait que c'est la philosophie du mouvement, mais on trouve ça dans toutes les grandes traditions. On trouve ça chez le derviche tourneur, on trouve ça chez les fous de Dieu, on trouve ça ce mouvement. Je raconte souvent cette histoire extraordinaire de ce rabbin qui danse, et son fils, son petit-fils, il regarde son grand-père danser, il lui dit mais qu'est-ce que t'as à danser comme ça? Et le rabbin prend le petit-fils sur ses genoux et il lui dit, vois-tu mon enfant, l'homme est comme une toupie. Sa dignité, sa noblesse et son intelligence et son équilibre, il ne l'atteint que dans le mouvement. L'homme se fait de se défaire. Ne l'oublie jamais. Voilà, c'est ça mon mantra. Et c'est ça ma vie. Moi, je suis née de ça. Moi, je suis une prématurée, grande prématurée. Et il a fallu que je lutte pour vivre pendant 3 mois dans une couveuse. Et 3 mois, cette lutte. Et cette lutte-là a stimulé en moi l'élan de vie. Un élan de vie très, très, très fort. Et c'est ça que je transmets. Et c'est ça, me le transmets à moi-même. Et en même temps que je le transmets à chacune de mes cellules, ça déborde de moi et j'aide les autres à le sentir en eux. C'est ça le théâtre authentique. Et c'est le sens de ma vie, c'est le seul sens de ma vie et de ma mission. Alors justement, Sarah Savitch, dans votre livre, vous avez des chapitres qui sont consacrés à la perte de l'amour, à la recherche de l'amour amoureux. Donc on entre dans ce sujet dans lequel je voulais vraiment vous attirer, mais enfin je pense que c'est pas difficile, c'est très naturel pour vous. Vous disiez tout à l'heure que les hommes commencent à venir, commencent à s'intéresser. Et moi je vais vous livrer un témoignage personnel de l'homme que je suis, c'est que en fait, grâce aux rencontres de ZTO, aux rencontres avec certaines femmes qui sont des invitées ou des auditrices, je me rends compte que j'ai pris conscience de certaines choses il y a très très peu de temps. Déjà, il y a 20 ans, un de mes amis qui était animateur social me disait à quel point les femmes qui avaient été victimes d'abus sexuels étaient traumatisées horriblement et durablement jusqu'à la fin de leur vie quasiment, à moins d'engager des thérapies extrêmement lourdes et compliquées. Je vous avoue qu'à l'époque, c'était il y a 20 ans, je n'avais pas conscience. On banalisait le viol et on banalisait les abus sexuels à cette époque, et j'étais dans cette culture-là. Et là maintenant, bon, évidemment ça j'avais compris, mais ces derniers temps, j'ai compris en écoutant certaines femmes à quel point elles étaient blessées dans leur cœur, dans leur corps, à quel point elles portaient aussi des mémoires transgénérationnelles ou les mémoires de leur cousine, de leur tante, de leur mère, de leur grand-mère, ou tout simplement, elles portent la conscience collective de peut-être toutes les femmes de l'humanité qui véhiculent cette douleur et qui transmettent cette douleur parce qu'elle se perpétue. Ça n'arrête pas ces questions de domination et d'abus des hommes par les femmes. Et ça m'a permis aussi de comprendre autre chose. Je livre aussi une anecdote. Récemment, une des invitées de ZTO me disait qu'elle avait reçu beaucoup de courriers après son témoignage. Et elle me parle d'un homme qui s'enflamme pour elle et je lui dis « Ah mais je pense qu'il est amoureux de vous ». Et elle a cette réplique, elle dit « Mais ah zut alors, je trouvais ça tellement beau, qu'est-ce que je suis déçue ».
Et alors je lui dis, mais pourquoi être déçu? C'est magnifique qu'un homme tombe amoureux de vous. C'est peut-être pas approprié, c'est peut-être ça vous intéresse pas, peut-être pas. Et c'est cette réaction que moi j'ai souvent vécue quand j'étais amoureux, quand j'étais gamin. J'osais pas le dire aux filles parce que je savais que j'allais les décevoir. Elles idéalisaient une relation en quelque sorte asexuée ou disons que c'était peut-être compliqué. J'arrête de parler bientôt. Et pour le coup, ces peurs des femmes, ces peurs aussi que la relation amoureuse arrive à la relation sexuelle et que c'est un lieu de domination, un lieu d'abus, un lieu où beaucoup de choses peuvent déraper, génère aussi chez les hommes des peurs. Et c'est ça sur lequel j'aimerais consacrer pas mal d'émissions de ZTO. Je commence avec vous. Vous réagissez comment à ce que je viens de dire? Écoutez, oui, ça me touche déjà tout ce que vous me rapportez, mais moi, ce qui me vient immédiatement, il y a beaucoup de femmes, effectivement, qui ont été abusées, mais on oublie de parler des hommes qui ont été abusés. Et que ces femmes qui ont été abusées par des hommes, ces hommes-là sont les fils de mères qui les ont peut-être abusées elles aussi. Je ne suis pas sûre que ça soit simplement un problème de l'homme vers la femme. De la femme vers l'homme ou de l'homme vers la femme, c'est les deux. Il y a qu'à voir la violence avec laquelle maintenant les femmes se déchaînent, avec une violence inouïe. Mais c'est assez légitime. Et alors, j'allais vous dire, ça s'entend, mais absolument, il m'est arrivé moi aussi, d'y aller avec beaucoup de force. Bien sûr qu'elles ont raison. Je vais certainement pas combattre ça. Mais je crois que là, nous sommes arrivés à un moment de notre histoire où il est temps de nous rencontrer mutuellement dans nos blessures. Et d'arrêter de vouloir contraindre l'homme à être absolument celui qui est le tyran, le persécuteur, le violeur, et d'imaginer que la femme, elle, est victime, simplement victime. Je veux dire, bien sûr que ces femmes-là sont victimes. Surtout, je voudrais pas de malentendus. Mais je vois tellement de violence chez les femmes. Je vous assure que dans ma clientèle, dans les stages, que dans ma vie, je vois des violences féminines à l'égard des hommes qui me heurtent l'oreille, tous ces hommes qui ont été castrés par les femmes, et j'entends dans mon cabinet des choses terribles de la part d'hommes qui n'osent plus se regarder, qui n'osent plus regarder leurs femmes, qui n'osent plus un geste déplacé qui serait juste un geste de tendresse. Donc là, moi, je crois que nous sommes arrivés à une guerre terrible, tant des uns que des autres, qu'il est temps d'observer avec compassion, vérité et détermination. Et détermination au sens de transformation. L'homme n'est pas simplement ce violeur qu'on voudrait nous faire croire qu'il est, qu'il peut être et qu'il est. Il y a qu'à voir ce qui se passe dans le monde, bien évidemment. J'espère qu'on entend bien les nuances. Et la femme n'est pas que cette douceur qui accueille. Elle n'est pas que victime. Et elle n'est pas que victime. En fait, en vous écoutant, Sarah, on peut avoir ce sentiment que nous sommes dans un monde qui, depuis plusieurs siècles, voire quelques milliers d'années, est dominé par le patriarcat. Oui. Et donc, on a le sentiment qu'il y a une culpabilité masculine née de cette peur de l'homme, de la puissance de la femme et de cette domination qu'il exerce uniquement par la force physique, en quelque sorte, depuis des siècles ou des millénaires. Et qui a ensuite cette culpabilité double de l'homme, donc ça, c'est vrai que ça fait lourd, de l'homme, parce que c'est lui qui commet le plus d'abus sexuels, quand même de loin, par rapport aux femmes. Sûr, oui. Et en fait, il y a peut-être une co-responsabilité, et aussi dans cette question du patriarcat, est-ce qu'il y a une co-responsabilité? Est-ce que les femmes ont une responsabilité dans le fait que, là vous acquiescez, dans le fait que
elles se sont laissées dominer en quelque sorte ou elles ont accepté cette domination idiote de la part des hommes, parce que pour le coup c'est disproportionné, c'est pas équilibré. Il faut pas de matriarcat, mais il faut pas de patriarcat non plus. Il faut un équilibre avec les talents des uns qui sont pas les mêmes entre les hommes et les femmes. Alors, elles ont accepté, est-ce qu'elles avaient le choix? Bien sûr qu'elles ont accepté, elles n'avaient pas le choix quand elles étaient tellement dominées. C'est ma question, y a-t-il une co-responsabilité ou une co-culpabilité voilà. Et moi, je parle, effectivement, j'aime beaucoup co-responsabilité. Aujourd'hui, nous sommes co-responsables. Et nous sommes co-responsables de ne pas reproduire avec les hommes la même violence que celle que nous avons subie. Et c'est la seule issue possible. Que chacun prenne en compte sa part. Vous savez, on revient à ce que j'ai vu enfant. Moi, ma mère a jamais frappé mon père. Mon père a frappé ma mère. Alors on disait c'était lui le salaud. Mais non. Quand on écoutait les mots, la violence dans les mots, le mépris dans les regards, dans la violence des propos, des gestes. Mais lui qui n'avait pas les mots MOTS pour s'exprimer, eh bien, il exprimait par la violence de son corps, par la violence du geste. Nous sommes co-responsables. La guerre des sexes ne devrait pas exister. L'homme et la femme sont naturellement complémentaires. Les deux énergies sont complémentaires. S'il y a une guerre des sexes, c'est 2 fois le même sexe, le masculin, qui fait la guerre à un autre masculin, et les deux sortent blessés du combat. C'est 2 masculins qui s'affrontent. C'est-à-dire le masculin chez les femmes ? Le masculin de la femme et le masculin de l'homme. Donc il est important que l'homme prenne conscience de son féminin, c'est-à-dire de sa capacité réceptive, de sa capacité d'écoute, de sa capacité de sensibilité, et que la femme prenne conscience elle aussi de son féminin, c'est-à-dire de l'importance pour elle d'aller écouter ce qui vibre à l'intérieur de son cœur, plutôt que d'envoyer une vacherie à son compagnon ou à son mari, de dire « voilà ce que je sens. Voilà pourquoi je suis blessée quand je te vois regarder toutes les autres femmes comme ça, alors que le matin tu me dis pas bonjour. Je me sens blessée, je me sens humiliée, j'ai l'impression d'être rien. Et mon instinct premier serait moi aussi t'envoyer une vacherie, et moi aussi d'aller chercher un mec. Mais j'ai envie d'aller plus loin que ça. J'ai envie de voir avec toi. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive plus à se regarder ? Est-ce que là, c'est pas le fait aussi que les femmes voudraient que les hommes les aiment comme elles-mêmes aiment les hommes ? Oui, les hommes aussi aimeraient être aimés des femmes comme eux, ils aimeraient être aimés, bien sûr. Et c'est là où il est important qu'une rencontre puisse avoir lieu. Et comment avoir lieu ? Avec la vérité. J'ai toujours dire le même mot. Mon théâtre authentique s'appelle pas authentique par hasard. Parce que, à partir du moment où on commence à pointer une vérité, à exprimer une frustration, à exprimer une blessure, à exprimer un non-dit, et là, c'est le lieu de la transformation possible dans le couple. Et moi, je vous assure que j'assiste à des choses extraordinaires. Actuellement, là, dans ma clientèle, il y a des choses extraordinaires qui se sont passées simplement avec la vérité. D'oser dire. Parce qu'il y a une autre façon d'être très violent, c'est le silence, vous savez ? Ce mutisme, justement, dont je parlais tout à l'heure, qui n'a rien à voir avec le silence. Le silence, c'est un espace, c'est une ouverture, c'est une matrice qui s'ouvre pour une gestation possible de quelque chose de mystérieux. Alors que le mutisme,
C'est le mur, c'est la guerre. Et C'est peut-être pas forcément la guerre, ça peut être l'impuissance. alors, si c'est une impuissance, elle va se traduire souvent chez l'homme par une façon de claquer les portes, une façon de tourner la tête quand on parle, voilà. Donc, ce qui est bien plus intéressant, c'est de contacter cette impuissance et de dire, mais quand tu parles là comme ça, quand t'es en train de me crier dessus là, t'es en train de m'insulter, tu te rends même pas compte. Et moi, je me sens impuissant, j'ai pas envie de parler. Je peux pas parler, moi. Est-ce qu'il y a la place pour que je puisse exister là-dedans? Exprimer ce que je pense. Ça change tout. Dans une relation, là, vous donnez le cas d'une relation où il y a de la violence, ou une violence verbale visiblement de la femme, mais il peut y avoir aussi des relations où il n'y a même pas cette violence-là. C'est-à-dire? L'ennui? Oui. Vous en avez parlé tout à l'heure. Oui, tout à fait. Là aussi, c'est important, plutôt que d'aller se disperser ailleurs, que ça soit avec une autre femme, que ça soit avec le sport à outrance, que ça soit avec l'alcool, le chocolat, enfin tout ce qu'on voit, les téléphones. Eh bien, ça serait mieux, là encore, de le constater à l'intérieur. Qu'est-ce qui fait que je m'ennuie? Mais en général, quand un couple s'ennuie, c'est important d'aller regarder en soi. Qu'est-ce qui s'ennuie à l'intérieur de moi? Parce que l'autre, c'est pas mon géo du Club Med qui va me mettre de l'ambiance dans la maison. Il est pas là pour ça. Généralement, ce sont deux personnes qui ne veulent pas regarder à l'intérieur ce qui a besoin d'être en mouvement. Et s'il y en a un qui commence à le regarder, il peut emmener l'autre vers autre chose. Parce que plutôt que de fuir dans autre chose, comme je le disais tout à l'heure, il va confronter. Et quand je parle de confrontation, je parle certainement pas de dispute ou de chamaillerie ou d'affrontement. Je parle de dire. De dire là, ça fait trop longtemps qu'on parle pas. Là, je peux plus. Là, je suis vraiment dans un moment où je peux plus le supporter. Donc là, il faut qu'on fasse un travail ensemble. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on arrive à sortir de ce désert relationnel. Parce que ça, c'est pas la vie. On n'est pas en train d'honorer la vie en faisant ça. Oui, mais il y a des personnes qui s'en accommodent. Ah oui, et alors? S'ils s'en accommodent, où est le problème? Mais oui, il y a des gens qui vivent comme ça très très bien. Ils savent même pas qu'ils s'ennuient. Mais ça, c'est un choix de vie. On peut continuer à vivre toute une vie entière dans l'ennui sans en avoir conscience et avoir des gestes, des habitudes, des routines, des façons de s'habiller, de se regarder qui soient toujours les mêmes. Et par contre, ce qui se passe, et ça, je peux aussi en témoigner, puisque j'ai eu la chance d'accompagner quelquefois des personnes en fin de vie. Là, c'est le moment catastrophique. Le nombre de fois où j'ai entendu « je n'ai pas aimé ». Mais ce qui est important, c'est pas d'aimer un autre, mais c'est d'aimer et être en vie. Et l'important, pour le thérapeute, ou pour une mère, ou pour celui qui transmet, c'est de donner la vie. Pour une mère, c'est pas suffisant. Ce qui est important, c'est de donner envie de vivre. De donner envie. Très vaste sujet. On y reviendra certainement. Mais on ne le quitte pas d'ailleurs complètement, parce que dans votre livre, vous avez ce passage, vous avez un chapitre sur la maladie d'amour. Et vous dites, en fait, toutes les maladies, en fait, sont des maladies de l'amour. Oui. Oui, oui.
Oui, la haine est une maladie d'amour. Toute expression de haine, de hargne, de revanche, tout esprit revanchard, tout esprit critique, tout esprit peureux, c'est l'expression d'un amour blessé. À chaque fois, vous savez, dans la langue de Sommaire, être malade se traduit par être dans les ténèbres. Oui, on en parle déjà avec Marguerite Cardos, on en a déjà parlé plusieurs fois. Et être dans la lumière, c'est retrouver la santé. Et oui. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on retrouve la santé, on retrouve la lumière, c'est évident. La lumière, ça s'allume à l'intérieur. Tout d'un coup, il y a le déclic qui fait que j'ai envie de quelque chose. J'ai envie de vivre, j'ai envie d'aimer, j'ai envie de voir les arbres, j'ai envie de manger, j'ai envie de simplement prendre du plaisir à être. Et vous savez, quand on dit de quelqu'un qu'il est rayonnant, c'est ça. Qu'est-ce qui se traduit par ce rayonnement ? C'est l'envie de vivre. La lumière dans les yeux, la lumière qui émane des yeux, c'est celle qui émane du cœur et qui vient de notre origine. Puisque c'est ça, en fait, le sens de notre vie, c'est retrouver cette lumière de laquelle nous sommes issus. On devrait, et à chaque fois que notre cœur s'allume un peu, on retrouve la piste. On retrouve cette piste-là, de cette lumière de laquelle nous vivons. En fait, le sens d'une vie, c'est de retrouver le début de cette lumière qui nous a fait naître, mais de le vivre en conscience. C'est le sens d'une vie. Et là, il n'y aurait plus de guerre. Et encore moins entre les hommes et femmes, au contraire. Vous avez parlé tout à l'heure des liens entre l'invisible et le monde visible, Sarah. Il y a à la fin de votre livre un chapitre qui est consacré à un amour qui est plus grand et qui nous appelle. Oui. On rentre dans ce monde invisible ? Oui, absolument. Cette dimension d'invisible, c'est notre essentiel. Et tant quand on sépare l'un de l'autre, comme à chaque fois qu'on sépare le féminin du masculin, qu'on sépare le jour de la nuit, qu'on sépare de vivre, de mourir. On est boiteux d'une dimension essentielle. Tout contient son contraire. Tout contient son ombre et sa lumière. Et son visible et son invisible. Et c'est ça qui est magnifique, c'est d'aller retrouver dans toutes les situations qui nous appellent, dans chaque forme d'amour, cet invisible plus grand qui nous cherche dans notre évolution, parce que rien n'est fait pour nous annuler. Tout est fait, au contraire, pour nous élever, pour nous mener à notre grandeur. Et finalement, l'amour, l'amour entre l'homme et la femme, l'amour humain, c'est une préparation à un amour plus grand qui nous attend. On est juste là pour répéter, en fait. On est en train de répéter quelque chose, là, avant de faire ce grand saut dans l'inconnu, pour rencontrer l'amour dans son immensité. Le dernier sous-chapitre de votre livre, c'est le sceau de l'ange. Le sceau, je marque du doigt le sceau qui est entre la lèvre supérieure et le nez. Vous pouvez en parler ? Pourquoi vous avez fini ce livre avec ce sceau de l'ange ? Parce que j'adore ça. C'est dans la Torah, il y a une légende qui dit que quand l'enfant naît,
l'ange, il naît justement. C'est ça que je disais tout à l'heure. C'est ça que je disais quand je disais, mais le sens de la vie, c'est de retrouver le début de cette lumière de laquelle nous venons. Voilà, il sait tout. Le petit nourrisson, il sait tout. Et l'ange va lui mettre un petit doigt là sur la bouche, dont on garde la trace entre le nez et les lèvres, pour le faire taire, lui faire oublier tout ce qu'il sait, afin que il retrouve sa vie durant la connaissance, qu'il aille la chercher encore et encore, pour l'agrandir encore et encore, et pour devenir l'immensité qu'il contient et qu'il est naturellement. Voilà pourquoi cet invisible est notre partie la plus essentielle. C'est notre seule mission finalement. Chaque créateur traduit l'invisible à travers la danse, à travers le chant, à travers la peinture, à travers la sculpture. Chaque fois que nous sommes dans la création, nous sommes reliés à ce plus grand que soi qui nous cherche. Et dans cette grandeur-là, c'est pas nous qui nous exprimons. C'est ce plus grand. Et c'est une expérience d'humilité extraordinaire et d'ambition extraordinaire et de vivant. C'est ce qui nous fait pétiller. Enfin, c'est ce qui me fait pétiller, en tout cas, moi. Vous aimez bien ce mot-là, pétiller, tiens. Oui, j'adore. Et dans ce parcours de vie, nous sommes accompagnés, nous sommes aidés par des anges. On l'appelle comme on veut. On peut dire des anges, on peut dire Jésus, on peut dire Adonai, on peut dire... Je dis ça parce que sur CTO, on aime bien les dialogues avec l'ange. Oui. Et je sais que vous avez connu Gita Malache. Très bien. La scribe des dialogues avec l'ange. Oui, très très bien, parce qu'on a enregistré ensemble Dialogue avec l'ange, oui. Donc, j'ai bien connu Gita. C'est ça. Et donc, c'est un ouvrage important pour vous. Ah oui, ça a été un des départs pour moi. Un des départs, c'est que c'était mon livre de chevet. Ça ne l'est plus ? C'est comme ça que j'ai commencé et que j'ai appelé Gita. Voilà. Sarah Serivic, je tiens à vous remercier de tout cœur pour cette première participation à CTO. Merci d'ailleurs de m'avoir contacté l'année dernière. Merci à ceux qui nous ont aussi mis en relation et qui ils savent de qui on parle. Qu'est-ce qu'on ne s'est pas dit pendant cette émission ? Il y a beaucoup de choses qu'on a abordées, mais vous avez eu des fulgurances magnifiques. Mais il y a peut-être des choses que vous souhaiteriez qu'on puisse se dire ou dire aux auditeurs, aux auditrices avant de se quitter. Ce que j'ai envie de dire, c'est on n'a pas le droit de rester sur de l'absurde, de continuer de nourrir et de nourrir nos cicatrices, de gratter la croûte et de continuer une vie entière à macérer dans son chagrin. On n'a pas le droit de donner raison aux destructeurs de l'amour. Et que ça, c'est notre responsabilité. De faire mentir ceux qui voudraient nous rapetisser, nous diminuer et nous priver de la grandeur que nous sommes tous. Merci Sarah Serivic. Merci, cher Guillaume. Merci infiniment. Merci, chers auditeurs, chères auditrices, et à bientôt pour de nouveaux épisodes.